Avant sa mort, John Lennon a finalement révélé la vérité choquante sur Paul McCartney. Une révélation qui mit à nu leur intense rivalité créative, ainsi que le lien profond et tacite qui définissait leur partenariat. Lennon décrivait leur connexion comme un yin et yang de génie musical, sa propre introspection brute venant compléter l'optimisme raffiné de McCartney. À mesure que les Beatles évoluaient, leurs visions individuelles prenaient des directions différentes, alimentant des tensions mises en lumière dans l'histoire de la chanson Jealous Guy, que McCartney aurait perçue comme une attaque personnelle. Ces courants compétitifs, bien que parfois conflictuels, furent également le moteur de leur production musicale révolutionnaire et posèrent les bases d'un chemin remarquable vers la réconciliation. Malgré les disputes publiques et les morceaux amers, leur relation finit par guérir à travers des moments privés, sincères et marquants. Durant leurs dernières années, des échanges intimes et des souvenirs partagés ravivèrent l'étincelle créative qui les avait autrefois unis. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres révélations sur la vie de ces icônes musicales. Une étincelle du destin. Par une modeste journée d'été à Liverpool, un tournant se produisit lors d'une fête paroissiale à Wilton Village, le 6 juillet 1957. John Lennon, alors âgé de 16 ans, se produisait avec son groupe de skiffle, The Quarrymen, sur une scène de fortune, insufflant à l'air une énergie juvénile et brute. À ce moment précis, Paul McCartney, 15 ans, passa à vélo et s'arrêta pour écouter la performance. Après le set de Lennon, leur ami commun Ivan Vaughan les présenta. Dans un élan spontané de magie musicale, McCartney saisit une guitare et joua 20 Flight Rock d'Eddie Cochran. L'intérêt immédiat de Lennon et son admiration pour les talents de McCartney jetèrent les bases d'un lien qui deviendrait bientôt l'un des partenariats créatifs les plus légendaires de l'histoire de la musique. Cette rencontre allait bien au-delà d'une simple introduction. C'était l'instant où deux âmes en quête trouvèrent un langage commun dans la musique. Tous deux portaient une ambition farouche et une passion profonde pour le son émergent du rock'n'roll. Leur rencontre transcendait le banal, révélant le potentiel extraordinaire d'un duo qui allait bientôt déclencher la Beatlemania. Dans les jours qui suivirent, Lennon et McCartney se plongèrent dans de nombreuses sessions d'écriture, travaillant œil dans l'œil, comme le décrivait Lennon dans une interview accordée à Playboy en 1980. Ces séances alliaient spontanéité et dialogue musical profond. L'un proposait une idée brute, l'autre la peaufinait jusqu'à ce que mélodie et paroles s'harmonisent parfaitement. Lors de ces premières collaborations, le duo s'imprégna d'une vaste palette d'influences musicales. Il dévorait les sons d'Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly et Little Richard, des artistes dont le style les divertissait tout en les poussant à repousser les limites de leur créativité. Chaque riff et chaque échange lyrique renforçaient leur amitié et plantaient les graines d'un nouveau langage musical. Leur première composition, créée dans des lieux modestes comme la maison de McCartney sur Fort Lynn Road ou celle de la tante de Lennon sur Menlove Avenue, témoignait d'un mélange dynamique d'énergie brute et de précision artisanale. Amis et passionnés locaux se réunissaient pour écouter, offrant un retour à la fois validant et inspirant aux jeunes compositeurs. Dès le départ, la relation entre Lennon et McCartney fut définie par un équilibre unique, un véritable yin et yang de force créative. Le sens mélodique inné de McCartney et sa maîtrise technique de la guitare complétaient parfaitement la plume incisive, souvent mélancolique, et l'énergie brute de Lennon. En repensant à ses débuts, McCartney déclara un jour « Nous nous complétions. C'était un peu comme le yin et le yang. On dit que dans un couple, les opposés s'attirent, et je pense qu'on n'était pas totalement opposés, mais il avait des trucs que je n'avais pas, et j'avais des trucs qu'il n'avait pas. » Cette remarque résume leur alliance créative. Deux personnalités distinctes fusionnant pour créer un son qu'aucun d'eux n'aurait pu atteindre seul.
Leur collaboration fut également cimentée par un accord tacite de crédit partagé. Dans les premiers jours des Beatles, presque chaque chanson était signée Lennon-McCartney, quelle que soit la contribution réelle de chacun. Comme Lennon l'expliqua plus tard, on avait toujours ce principe que nos noms figureraient ensemble, même si on ne les écrivait pas à deux. Ce n'était pas un contrat légal entre Paul et moi, juste un accord pour apposer nos deux noms. Cette pratique reflétait le respect mutuel et la reconnaissance que leur force résidait dans l'unité. Au fil du temps, leur processus créatif devint plus complexe. Ils abordèrent l'écriture comme une interaction fluide. L'un proposait un couplet ou une mélodie, l'autre ajoutait un élément complémentaire. Cette méthode donna naissance à certains des plus grands succès de l'histoire de la musique. Des morceaux comme Love Me Do ou I Want to Hold Your Hand devinrent des hymnes mondiaux, portés par le lyrisme expressif de Lennon et les mélodies entraînantes de McCartney. Leur travail dépassait le cadre des simples chansons pop pour explorer des territoires émotionnels plus profonds. Lennon affirma un jour que son but, en écrivant, était de communiquer, et l'optimisme de McCartney offrait un parfait contrepoids à son ton introspectif. Cette dynamique enrichissait chaque chanson, mêlant clarté et obscurité, un reflet fidèle de leur personnalité complexe. Leur génie résidait également dans leur capacité à allier vulnérabilité personnelle et portée universelle. Beaucoup de leurs paroles s'adressaient directement à l'auditeur, instaurant un dialogue intime sur l'amour, la perte et les paradoxes de la vie. Des mots simples comme « tu » ou « ton » forgeaient une connexion immédiate, rendant leur musique profondément accessible. L'héritage durable de Lennon et McCartney repose sur cette capacité à fusionner émotions brutes et mélodies raffinées, un partenariat créatif qui non seulement redéfinit une époque, mais établit aussi une référence en matière de collaboration artistique. Leur parcours, depuis cette fameuse fête paroissiale à Liverpool jusqu'à la scène mondiale, témoigne du pouvoir transformateur d'une vision partagée. La magie née ce jour-là se transforma en un partenariat qui influença des générations et redessina les contours de la musique moderne. Lennon et McCartney ont prouvé que lorsque deux âmes créatives s'unissent, elles peuvent déclencher une révolution qui perdure bien au-delà de leur propre existence. Aujourd'hui, leur héritage perdure dans chaque chanson mêlant vulnérabilité et force, chaque mélodie qui fait résonner l'espoir et la mélancolie, chaque parole qui touche encore les cœurs du monde entier. Leur partenariat demeure l'exemple éclatant de la manière dont la collaboration peut élever des talents individuels vers quelque chose de véritablement légendaire, la preuve que parfois, les plus grandes aventures créatives commencent par un simple moment de grâce inattendu. Le passage de la collaboration à la rivalité. Malgré leur premier succès, les éléments mêmes qui avaient alimenté la créativité de Lennon et McCartney finirent par poser les bases de conflits futurs. Au début, leur session d'écriture était marquée par une synergie presque magique. Ils travaillaient œil dans l'œil, comme Lennon l'a décrit dans une interview accordée à Playboy en 1980, mêlant son introspection brute à la construction mélodique méticuleuse de McCartney. Ce partenariat équilibré donna naissance à des succès mondiaux, du charme simple de Love Me Do aux arrangements complexes de A Day in the Life. Cependant, à mesure que les Beatles passaient de leur début brut à la phase expérimentale de Rubber Soul, Revolver et The White Album, des visions artistiques divergentes commencèrent à émerger. L'aspiration de McCartney à des mélodies structurées et soignées entrait de plus en plus en conflit avec le désir de Lennon d'une expression brute et avant-gardiste. Il ne s'agissait pas simplement d'une différence de style, mais bien d'un désaccord profond sur le sens même de la musique. Lennon, attiré par les thèmes introspectifs et expérimentaux, recherchait un son non filtré, émotionnellement brut. À l'inverse, McCartney adoptait une approche plus raffinée, visant à incarner l'optimisme et la clarté. Comme Lennon l'a un jour résumé,
Paul apportait de la légèreté, de l'optimisme, alors que moi, j'allais toujours vers la tristesse, les dissonances, les notes blues. Cette divergence fondamentale de vision élargit progressivement le fossé entre les deux, chacun poursuivant sa propre interprétation de ce que leur musique devait être. Les pressions extérieures vinrent aggraver ces conflits artistiques internes. La mort de leur manager Brian Epstein priva le groupe d'une force stabilisatrice qui avait su tempérer leurs différends créatifs et gérer les affaires du groupe. Sans la présence d'Epstein, la dynamique interne des Beatles commença à se désintégrer. Des disputes concernant la gestion du groupe éclatèrent rapidement. McCartney souhaitait prendre les rênes des finances et de la direction commerciale, tandis que Lennon restait concentré sur la musique. Le vide laissé par Epstein, combiné à l'épuisement dû à la célébrité mondiale et aux tournées incessantes, transforma un environnement autrefois propice à la créativité en un lieu marqué par le stress et l'anxiété. Au fil des années 1960, Lennon et McCartney vécurent également des bouleversements personnels majeurs qui accentuèrent la fracture entre eux. En 1968, pendant l'enregistrement du mythique White Album, les deux auteurs-compositeurs atteignirent de nouveaux sommets artistiques, mais leurs chemins personnels divergèrent de manière marquée. La vie de Lennon bascula lorsqu'il tomba profondément amoureux de Yoko Ono. Cette relation passionnée l'immergea dans des idées avant-gardistes et une expression émotionnelle intensifiée, mais elle l'entraîna aussi vers des zones plus sombres, avec une dépendance croissante à l'héroïne et un isolement de plus en plus marqué vis-à-vis de ses compagnons de groupe. Pendant ce temps, la vie personnelle de McCartney était marquée par la stabilité et une attention croissante à la famille, en grande partie grâce à sa relation avec Linda McCartney et à l'influence rassurante de son beau-père, Lee Eastman. Cette stabilité offrait à McCartney une vision domestique qu'il commença à refléter dans sa musique, en net contraste avec les productions plus tourmentées et introspectives de Lennon. Les fractures internes au sein des Beatles dépassaient le cadre artistique et personnel pour s'étendre aux affaires. Après la mort d'Epstein, McCartney assuma de plus en plus un rôle de leader, prônant une gestion rigoureuse des finances et des affaires du groupe. Cependant, cette posture affirmée fut perçue par Lennon et d'autres comme autoritaire, voire dictatoriale. Ce choc des priorités, gestion financière contre intégrité artistique, créa un fossé de plus en plus profond, alors que leurs visions respectives de l'avenir des Beatles divergeaient radicalement. L'effet cumulé de ces pressions créatives, personnelles et commerciales mena inévitablement à une rupture publique. En 1969, l'annonce de McCartney de son départ du groupe marqua le début de la fin. Cette séparation provoqua une onde de choc dans le monde musical, laissant les fans dévastés, tentant de comprendre comment un partenariat aussi légendaire avait pu se désintégrer. Dans le sillage de la rupture, la frénésie médiatique s'intensifia, transformant leur conflit privé en spectacle public. Des morceaux pleins d'amertume virent le jour. Lennon déclara publiquement que le premier album solo de McCartney était « de la merde », tandis que McCartney répliqua avec des chansons comme « Too Many People ». Le morceau acerbe de Lennon, « How Do You Sleep », contenait des paroles cinglantes comme « Tout ce que j'ai fait c'était Yesterday, Let It Be, The Long and Winding Road, Eleanor Rigby, Lady Madonna, Va te faire foutre, John ». Ces échanges révélaient non seulement l'amertume de leur rivalité, mais aussi un sous-texte de jalousie et de douleur non résolue. La jalousie, rarement avouée explicitement, ajoutait une couche de complexité à leur relation. McCartney se souvenait que Lennon insinuait souvent que le succès de Paul était davantage dû à son sens des affaires qu'à son talent artistique. La sortie de Jealous Guy par Lennon renforça cette idée, McCartney étant convaincu que la chanson lui était destinée, un rappel subtil de la tension compétitive qui existait depuis longtemps entre eux.
Dans une lettre privée en 1971, Lennon exprima clairement son ressentiment envers McCartney, remettant en question son engagement envers les idéaux artistiques qu'ils avaient autrefois partagés. Ces mots, empreints de frustration et de déception, soulignaient les différences idéologiques profondes qui s'étaient installées au fil du temps. Lorsque les Beatles se séparèrent officiellement en 1970, la rupture entre Lennon et McCartney était devenue une réalité irréversible. L'aboutissement de chemins artistiques divergents, de transformations personnelles et de pressions extérieures incessantes. En fin de compte, la rupture de leur relation n'eut pas de cause unique, mais fut le résultat inévitable d'un enchevêtrement complexe entre divergences créatives, évolution personnelle et réalité implacable de la célébrité et du business. Même si leurs routes se sont séparées, Lennon et McCartney ont continué à marquer de leur empreinte l'histoire de la musique. Leur partenariat légendaire reste un puissant rappel que même les liens créatifs les plus profonds peuvent être vulnérables aux forces inévitables du changement. La réconciliation silencieuse. Bien que le conflit ait persisté, John Lennon et Paul McCartney ont bel et bien réussi à réparer leur relation avant la mort de Lennon. L'un des moments les plus significatifs de cette réconciliation eut lieu en 1974. Alors que Lennon vivait à Los Angeles, lui et McCartney décidèrent spontanément de renouer contact. Lennon, accompagné de sa compagne de l'époque, May Pang, rendit visite à McCartney chez lui. Ils passèrent la soirée à se remémorer leur passé commun et à jouer de la musique. Cette rencontre improvisée permit de panser certaines blessures anciennes et marqua le début d'un dégel progressif dans leur relation. La même année, cette réconciliation s'approfondit lorsqu'ils faillirent former un supergroupe avec David Bowie. C'était à New York, vers 1974, se souvient Bowie. Et je crois que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient vraiment. J'ai entendu frapper à la porte de ma suite au Pierre Hotel, où je résidais depuis des mois. Il était environ 3 heures du matin et John était là avec Paul. Bowie poursuit. Ils étaient sortis ensemble toute la soirée. Et John me dit, « Tu ne devineras jamais qui est avec moi. » Et moi, je lui dis, « Waouh, je croyais que vous deux. » Et lui de répondre, « Oh non, tout ça va changer. » C'était génial, on a juste passé la soirée à discuter. Je pense que c'était la première fois qu'ils étaient vraiment ensemble depuis les grosses disputes. Ils m'ont même demandé si je voulais me joindre à eux et former un trio, en appelant ça un truc du genre David Bowie and the Beatles, parce qu'ils aimaient bien l'idée de DBB. Cette invitation inattendue soulignait non seulement les progrès accomplis dans leur réconciliation, mais montrait aussi que l'étincelle créative entre eux brillait encore, malgré les conflits passés. À la même période, les différends juridiques et commerciaux, les dernières séquelles de la rupture des Beatles, commençaient à se résoudre. À mesure que ces problèmes se réglaient, la pression qui avait amplifié leurs conflits personnels diminuait. Dans des interviews et déclarations publiques, Lennon comme McCartney commencèrent à exprimer une admiration sincère pour le travail de l'autre. Ils reconnaissaient ouvertement l'impact profond de leur collaboration sur leur vie et sur le monde de la musique. En 1976, une occasion se présenta qui faillit mener à un vrai retour. Lors d'un épisode de Saturday Night Live, l'animateur Lorne Michaels s'adressa directement à Lennon et McCartney à travers l'écran de télévision. Devant 22 millions de téléspectateurs, Michaels déclara « On a beaucoup entendu parler de conflits de personnalité et de problèmes juridiques qui vous empêcheraient de vous réunir. Ce n'est pas mon affaire. C'est personnel. À vous de régler ça. Mais on dit aussi que personne n'a encore proposé assez d'argent pour vous convaincre. Eh bien, s'il ne s'agit que d'argent, pas de problème ici. NBC m'a autorisé à vous offrir ce chèque pour venir à notre émission. Un chèque certifié de $3 000. Lennon et McCartney, qui regardèrent l'émission ensemble chez Lennon au Dakota Building, faillirent céder à la tentation. Mais ils décidèrent finalement qu'ils étaient trop fatigués et préférèrent passer une soirée tranquille. Pourtant, le simple fait qu'ils aient sérieusement envisagé cette réunion
montrait à quel point leur réconciliation avait progressé. Raviver son amitié avec McCartney restait une préoccupation pour Lennon. Après les Grammy Awards de 1975, il invita Art Garfunkel et David Bowie chez lui pour demander conseil sur la manière de surmonter leurs différends. Cette volonté de chercher de l'aide et son ouverture à parler de sujets anodins révélaient un désir profond, bien que non exprimé, de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Ce moment fut discret, mais puissant, une reconnaissance silencieuse que, malgré les disputes publiques et les chansons pleines de rancune, le lien forgé dans leur jeunesse n'était pas complètement rompu. Des années plus tard, McCartney repensa à ces moments de réconciliation avec beaucoup de tendresse. « On avait encore plus de choses en commun plus tard », confia-t-il dans son livre, ajoutant « Je suis vraiment content de la manière dont on s'est entendu dans les dernières années, qu'on ait eu de très bons moments ensemble avant qu'il ne soit assassiné. Heureusement, notre dernière rencontre était très amicale. On a parlé de comment faire du pain. » De tels souvenirs témoignent de la solidité de leur lien. Une amitié capable de survivre aux tempêtes des affaires, aux divergences artistiques et aux tensions personnelles. Dans des interviews données peu avant sa mort, Lennon livra des réflexions fascinantes sur leur relation, décrivant deux hommes qui, malgré leurs différends artistiques et commerciaux, nourrissaient encore une affection profonde, presque fraternelle, l'un pour l'autre. Derrière les querelles médiatisées, subsistaient des instants de chaleur, des discussions sur la cuisson du pain, des plaisanteries complices, et une nostalgie partagée pour ces débuts où leurs rêves n'étaient pas encore alourdis par la célébrité. Quels ont été les derniers mots de John Lennon à Paul McCartney? Lennon et McCartney restèrent proches durant les dernières années de la vie de Lennon, envisageant même parfois la possibilité d'un futur projet commun. Dans sa toute dernière interview avant sa mort, Lennon fit une remarque légère en évoquant leur rivalité fraternelle de toujours. Si la majorité de leurs conversations personnelles restèrent privées, Linda McCartney révéla un jour à son mari les derniers mots que Lennon lui avait adressés avant de mourir. « Pense à moi de temps en temps, vieux copain. » Le musicien américain Carl Perkins fut profondément touché par ces mots et choisit de les inclure dans sa chanson « My Old Friend ». Lorsque McCartney entendit cette chanson pour la première fois, il fut, dit-on, tellement ému qu'il dut quitter la pièce. Après la mort de Lennon, McCartney adopta un ton plus tendre en évoquant leur relation, déclarant que malgré leurs disputes, tout cela appartenait désormais au passé. Lors d'une émission spéciale de BBC Radio 2 intitulée « John Lennon à 80 en 2020 », au cours de laquelle il s'entretenait avec Sean Lennon, le fils de John Lennon et Yoko Ono, McCartney déclara « Je dis toujours aux gens que l'une des grandes choses pour moi, c'est qu'après toutes ces histoires des Beatles, toutes les disputes, les affaires, tu sais, surtout des différends commerciaux, même après tout ça, je suis tellement heureux d'avoir pu renouer avec ton père. » Il ajouta ensuite « Ça m'aurait vraiment, vraiment brisé le cœur si nous ne nous étions pas réconciliés. C'était tellement beau qu'on l'ait fait et ça me donne vraiment de la force de le savoir. » L'histoire de Lennon et McCartney est faite de contradictions, un partenariat créatif célébré mais entaché de tensions qui s'est pourtant achevé dans la réconciliation et la chaleur humaine. Leur parcours, de l'ambition brute de la jeunesse à la maturité réfléchie, nous montre que même les querelles les plus profondes peuvent céder la place au pardon. Et la musique intemporelle qu'ils ont créée ensemble reste un héritage durable qui a transformé à jamais le monde de la musique. À votre avis, quel est le secret de leur capacité à surmonter des différences aussi profondes? Si vous avez apprécié cette plongée dans leur histoire incroyable, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres récits sur la vie des légendes musicales.